Bon, ben, je suis heureux de vous retrouver. C'était à l'hier, j'aimerais bien d'ailleurs que vous me racontiez un peu ce qui s'est passé après mon départ. Et, bon, mais je vois que l'année est bien engagée. Et elle est pleine d'enseignements et elle requiert, je crois, de nous une réflexion très très soutenue parce que je crois que nous sommes dans une conjoncture assez étonnante. Je crois qu'il faut analyser de près. Je ne sais pas si il y a des lecteurs habituels du Monde ici. Ouais. Alors, avez-vous lu le Monde de ce soir? Non. Alors, je vous le conseille vivement. Il y a un papier dans un supplément qui s'appelle Culture et idées, qui s'intitule La manif pour tous, acte 2. C'est un article extrêmement intéressant à analyser. Je pourrais passer tout mon exposé d'ailleurs à rien qu'à analyser ce papier. Je pourrais peut-être vous lire les premières lignes d'ailleurs. Dans son pavillon de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, François de Singly prend connaissance du tract de la Manif pour tous, appelant à de nouveaux rassemblements à Paris et à Bordeaux, dimanche 5 octobre. Grand spécialiste de la famille contemporaine, le sociologue semble désemparé. Surmontant un dessin à l'esthétique d'extrême gauche, il y a ce slogan « L'humain n'est pas une marchandise ». Qui, dit-il, ne déparerait pas sur les panneaux de sa ville un bastion communiste que le PCF a repris lors des dernières élections municipales. Le tract appelle en outre à la défense de l'intérêt supérieur de l'enfant, que nul ne sauve à contester. La belle ouvrage, digne des belles heures des mouvements sociaux de la gauche, il n'est pas si facile de leur répondre, soupire François de Singly. La persistance de ce mouvement, 17 mois après la promulgation de la loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples du même sexe, n'en finit plus de surprendre les sociologues, les politologues et les historiens qui se sont penchés sur ce phénomène. Si nul ne se hasarde d'en prédire l'avenir, son évaluation fait l'objet d'un constat partagé. L'historien Daniel Tartakovsky, auteur des droites et la rue, la découverte, etc., évoque un mouvement de très grande ampleur. Le politologue Jean-Yves Camus, chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques, parle de la plus grande mobilisation du peuple de droite depuis 1984. C'est significatif car traditionnellement, les milieux conservateurs ne sont pas habitués à manifester, précise ce spécialiste de l'extrême droite. Ce n'est pas le seul paradoxe de la manif pour tous, loin s'en faut. Voilà des catholiques qui ont forcé leur nature pour redescendre dans la rue, des tradis qui prennent d'assaut le net, surgissant sans crier gare dans l'espace public d'un pays qui est pourtant en pleine déchristianisation depuis plusieurs décennies. Je m'arrête là, je voudrais analyser tout le papier, parce qu'il est passionnant. Et d'une façon très très étonnante, la tonalité de ce papier, je dirais, presque angoissée. Presque angoissée parce que ces braves gens sont devant un phénomène dont l'origine, les causes, la nature leur échappent totalement. Ça me fait rigoler, la sociologue et compagnie, un historien, etc. Ce genre de sociologie à deux balles, mais c'est quand même, c'est la sociologie la mieux partagée, c'est la sociologie qui sied tout à fait à ces messieurs du monde. Et ces gens-là, en fait, ils disent, voilà, le mot, c'est leur désarroi. En fait, leur désarroi devant un phénomène qui leur échappe complètement. Et qui plus est, un phénomène qui persiste. Alors qu'on aurait pu espérer que ce soit un truc un peu éphémère, voilà, non, pas du tout. Après tout, la loi Taubira a été votée, M. Juppé dit qu'on ne reviendra pas dessus, etc. En fait, bon, ils ont perdu. La loi est irréversible, elle est en accord avec les évolutions profondes des sociétés, sur lesquelles on ne reviendra pas. Il y a un os, il y a une résistance populaire d'une ampleur considérable, et ils essayent d'analyser ce phénomène. Alors, je ne reprends pas toute l'analyse, mais bon, ça vaudrait bien. En tout cas, je vous renvoie au papier. Il y a un certain nombre
d'essais de compréhension qui sont, à mon sens, complètement fantaisistes, complètement hors du coup. Il y a deux ou trois contributeurs un peu pertinents. Le meilleur, à mon sens, étant Jean-Yves Camus, qui est un garçon extrêmement intelligent, extrêmement cultivé, et lui a compris, lui a pigé les choses. Et, autre aspect de ce papier, c'est le sentiment que la gauche est complètement désarçonnée. Il y a Madame Terry, Madame Terry, qui est la grande idéologue, sociologue du mariage pour tous, qu'un certain nombre d'entre nous, on avait retrouvé sur notre chemin lors d'une soirée assez mémorable à la mairie du 4e arrondissement. Et Mme Terry, c'est la référence suprême dans cet ordre-là, universitaire. C'est l'autorité. Quand Mme Terry a parlé, moi j'ai suivi un petit peu le cursus de Mme Terry. Je sais qu'elle a, en 20 ans, elle a changé 3 ou 4 fois de position de fond. Peu importe, elle est toujours la grande référence sur la question. Mais alors ce que dit Mme Terry est extrêmement intéressant. Elle se lamente en disant que la gauche ne comprend rien à cette affaire et que la gauche est dans l'incapacité totale à répondre en fait sur le fond à la manif pour tous. Et je crois qu'elle n'a pas tort. J'ai rencontré au début de cette semaine un ami parlementaire, un homme courageux et tout, mais qui connaît bien les arcanes du Palais Bourbon. Il me disait que chez ses collègues socialistes en ce moment le désarroi est total. Le désarroi est total parce qu'ils ne savent plus, les choses leur échappent. Tout leur échappe. La politique menée par Hollande et Valls, ils n'y croient pas. Il faut bien, on suit parce qu'il faut suivre, mais on ne croit pas que ça va réussir. Par ailleurs, ils ont le sentiment d'avoir contre le peuple. Le peuple a fichu le camp massivement et il ne leur sauve pas. Le peuple, il est parti au Front National. Et ça, ils en ont une très vive conscience. Il y a entre les parlementaires socialistes et les parlementaires écologistes, il y a un abîme. Et quand les socialistes parlent des écologistes, ils ne sont pas trop. Ils les trouvent absolument insupportables et trouvent qu'ils, non seulement sont aux côtés de la place, mais sont des gens dangereux en fait. Si on suivait ces gens-là, on irait complètement dans le fossé. Cet élément d'analyse me paraît très très important. C'est le désarroi de la gauche, désarroi général qui concerne l'ensemble de la politique économique. Les socialistes, ils ne comprennent pas, et d'autant qu'ils n'ont... Pourquoi ils ne comprennent pas aussi? Parce qu'ils n'ont pas la culture. Ils se sont tous précipités dans les réformes sociétales parce qu'ils ont cru que c'était l'avenir, c'était le fin du fin du progressisme, en disons. Mais en fait, ils ne sont pas si sûrs que ça de leur certitude. Enfin, l'ami parlementaire, il me racontait des anecdotes. Enfin, vous la lire, parce qu'elle me paraît intéressante. L'ami parlementaire en question avait déposé un amendement au moment, vous savez, de la révision des lois sur l'avortement, qui supprime la notion de détresse. Bon. Alors lui, il avait fait un amendement pour reprendre cette notion de détresse en la justifiant. Et ce faisant, il s'était heurté évidemment à tout le monde. D'ailleurs, on lui dit qu'il s'en est à fête aujourd'hui. Et il me dit, curieusement, plusieurs mois après ça, l'intervention de ma part, je rencontre le député socialiste qui avait été le rapporteur de la loi. Je me dis, tu sais, on va avoir le deuxième enfant. On a été faire l'échographie. Quand j'ai vu cette petite crevette, j'ai pensé que c'était toi qui avais raison. Bon. Bon, tout ça pour vous dire que ces gens-là, il y a beaucoup de choses qui leur échappent, et d'autant plus qu'ils n'ont pas la culture voulue. C'est ce que dit Irène Théry qui se plaint en disant la gauche est vide, la gauche est vide de doctrine.
À cela, Jean-Yves Camus répond de son côté, ils n'ont pas pigé qu'il y avait un renouveau de ce qu'il appelle la pensée chrétienne conservatrice. En fait, ces gens-là ont des convictions, et ce n'est pas des convictions infondées, etc., c'est des convictions fondées, des convictions réfléchies. Et donc, vous vous trouvez devant elles, vous risquez de vous casser les dents. Moi, c'est à partir de là que j'aimerais lancer une réflexion. Pourquoi la Manif pour tous, qui a semblé sortir de rien, enfin, qui a désarçonné tous les observateurs, qui ne croyaient pas, d'ailleurs nous-mêmes, est-ce qu'on y croyait, hein? Je me souviens, à Linière, les gens avaient mûrement réfléchi à cela, et on se disait, mais bon, on va faire des manifs, etc. Enfin, en gros, on pensait qu'il y avait 1000 personnes, ce serait formidable. On n'avait jamais pensé à un phénomène de cette ampleur. Eh bien, a fortiori, les gens d'en face, ils ont été encore plus surpris que nous. D'autant plus surpris qu'il s'agit d'un phénomène coriace. Ce n'est pas un phénomène éphémère, c'est un phénomène profond, et un phénomène, comme il est bien dit encore dans ce papier du Monde, qui est à relier à la situation de notre société, et à tous les défis pose à une société, la perte des repères, mais aussi le fait que la technologie, le raffinement des technologies, etc., donne sur le corps humain, sur des pouvoirs inédits qui fait qu'on est dans une situation que Goethe définissait comme celle de l'apprenti sorcier. Nous sommes dans une société en désarroi, et, dit-il, une des raisons aussi pour lesquelles la Manif pour tous est un phénomène aussi important, c'est qu'elle surfe en définitive sur une société incertaine d'elle-même, et qui ne comprend pas très bien ce qui lui arrive, et qui se dit PMA, GTA, etc. Tout ça. Et alors ça nous amène à réfléchir profondément sur ce qui n'est pas dans l'archive du Monde, et ce qui échappe aux gens du monde et aux sociologues bien en cours dans ce milieu-là. Je crois que, je vous donnerai deux références, deux livres qui viennent de paraître et qui nous permettent de réfléchir un peu en profondeur, précisément dans les profondeurs populaires. Le premier bouquin que je vais vous citer, c'est le bouquin à la mode. Paradoxalement, maintenant, c'est pas qu'il n'est pas contesté, mais il pose des problèmes à tout le monde. Qu'est-ce qu'il ne connaît pas Guy Louis? Qu'est-ce qu'il n'a jamais entendu parler de Guy Louis ici? Il n'est pas à son coup d'essai, il y a déjà 2 ans, il avait fait un bouquin, et vient de réitérer avec un nouvel essai sur la France périphérique. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce que nous dit? Il nous dit que les sociologues sont passés à côté du phénomène majeur de la société française. En général, quand on pense à la France, on pense aux grandes métropoles, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, entourées de leurs banlieues. Et des quartiers diaristes. D'ailleurs, l'État, je recoupe cette analyse dans la mesure où l'effort budgétaire qui a été fait pour les banlieues, notamment pour le 9-3, ce qu'on appelle le 9-3, est considérable. On a dépensé des dizaines de milliards pour le 9-3, etc., pour les quartiers à risque. Mais on ne s'est pas aperçu d'une chose, en fait, c'est qu'il y avait 60% de la population qui échappait à cette description sociologique. Parce qu'il n'y a pas que les métropoles et les banlieues, mais il y a aussi toute la France, tout le reste de la France, c'est-à-dire la France rurale, la France des petites villes et des moyennes villes, et cette France-là est en déshérence. Cette France-là est dans une fragilité économique considérable. Tous nos gouvernants n'ont pas vu ça. On n'a jamais dépensé le centième de crédit pour cette France en déshérence que pour le 9-3 et les quartiers dits à risque. Or, dit notre sociologue, cette France-là, elle échappe à la dynamique de la mondialisation.
Parce que la mondialisation, effectivement, sa dynamique, elle est patente dans les grandes métropoles. Et de ce point de vue-là, les quartiers à risque, les grandes banlieues, le 9-3, etc., sont étroitement associés aux grandes métropoles. Pourquoi? Parce que la dynamique économique de la mondialisation est friande de cette population, notamment d'origine immigrée. Pourquoi? Parce qu'elle est plus facilement exploitable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait souvent les immigrés, c'est parce qu'ils coûtaient moins cher. Le prix de la main-d'œuvre immigrée est moins élevé que le prix des travailleurs français de souche ou même d'immigration plus ancienne. La situation de cette France-là est extrêmement critique. Moi, quand je viens vous voir à Linières, je viens de la Creuse, etc. Ben, quand on voit une ville comme Guéret, par exemple, on s'aperçoit que c'est une ville sinistrée. C'est qu'il y avait une artère interdite de la circulation piétonne, une artère piétonne, et bien que dans cette artère, il y a de moins en moins de commerce. Moi, je suis originaire d'une petite ville à la frontière belge qui s'appelle Hirson. À Hirson, j'ai connu Hirson à 12 000 habitants, maintenant il y a moins de 9 000 habitants à Hirson, et il y a des rues entières qui sont à vendre. Dans le centre-ville, il y a des tas de commerces qui ont disparu, et comme partout ailleurs, d'ailleurs, l'activité commerciale se situe désormais à la périphérie, avec des grands des carrefours qui drainent désormais la clientèle pour la consommation courante. Alors, ce que remarque aussi Guillouis, c'est qu'il y a un phénomène migratoire de population. C'est les Français dits de souche qui quittent les banlieues pour aller vers cette France périphérique. Parce que les Français ne se reconnaissent plus dans les banlieues. Ils émigrent vers cette France périphérique. Or, il est extrêmement instructif de comparer la carte de cette France périphérique avec la carte électorale. Parce que tous les succès du Front National coïncident de plus en plus avec cette nouvelle sociologie. Le succès du Front National, c'est désormais la France périphérique. Parfois, on dit que c'est un paradoxe parce que les ruraux, les gens des petits villages votent Front National alors qu'il n'y a pas d'immigrés. Souvent, le Front National, c'est le réflexe anti-immigré. Or, les gens qui votent Front National votent dans des régions où il y a le moins d'immigrés. Ça s'explique d'une façon très, très, très simple. C'est parce que les gens en question, ils habitaient effectivement autrefois à la Seine-Saint-Denis, etc. Ils ont tous immigré en province, ils ont tous immigré dans la France périphérique. Donc là, vous avez un phénomène de fond qui a échappé très longtemps aux sociologues. Il a fallu ce type, qui a un peu de génie et en même temps qui sait voir les choses pour révéler ces choses tout à fait essentielles. J'associerai à ce livre-là un autre livre qui vient de paraître et dont je ne sais pas s'il est encore déjà en librairie, qui est pour moi fondamental, La gauche et le peuple. C'est un débat entre deux hommes de gauche, entre Jacques Julliard et Jean-Claude Michéa. C'est absolument passionnant. Parce qu'on découvre en fait que Julliard, qui a été éditorialiste de Nouvel Obs, penseur très longtemps de la CFDT, etc., aspirateur de ce qu'on appelle la deuxième gauche, de Rocard, Delors et compagnie, eh bien, Julliard, il est passé complètement du côté de Michéa. C'est-à-dire, il renie complètement la deuxième gauche, et il dit, en fait, en gros, la gauche et le peuple, oui. Le problème, c'est que le peuple a abandonné la gauche. Et alors là, c'est plus l'analyse sociologique de Guillouis, c'est une analyse plus, comment dirais-je, plus intellectuelle, plus culturelle, plus historique du phénomène, qui permet de comprendre plus encore le désarroi de cette gauche qui n'arrive pas à rattraper ce peuple. Alors Michéa, c'est quelqu'un à lire de toute urgence. Eh bien, ce que montre Michéa, c'est que depuis quasiment toujours, c'est-à-dire depuis la fin du XIXe siècle, le début du XXe siècle, ce qu'on appelle la gauche a de plus en plus décollé
disons, de la réalité ouvrière. Et de la réalité ouvrière en même temps militante, qui s'incarnait dans le syndicalisme révolutionnaire, l'anarcho-syndicalisme. La gauche est de plus en plus émancipée en fait du peuple des travailleurs pour rallier de plus en plus l'idéologie commune, enfin l'idéologie qui a gagné de plus en plus. Et en quoi consiste cette idéologie commune? C'est en fait c'est le libéralisme, ou l'hyperlibéralisme, qui est fondé sur en gros deux concepts, deux idées. La première idée, c'est le marché tout-puissant. Il faut absolument que la société progresse pour qu'elle aille vers l'expansion économique maximum. Il faut libérer toute entrave au marché. C'est le marché tout-puissant qui, selon la règle libérale, obéit à cette sorte de main invisible et qui ordonne des choses mystérieusement. Mais ce marché-là, il est fondé sur un amoralisme total. C'est parce que c'est l'égoïsme, en fait, qui est au fondement de toute société libérale, marchande, expansionniste, parce que, à partir de l'égoïsme, comment dirais-je, cet égoïsme, en quelque sorte, a des vertus, des effets vertueux, parce que c'est à partir de cet égoïsme que la société va aller vers de plus en plus d'expansion et donc de bien-être économique. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est le droit. Tout doit être fondé sur un droit. Sur le droit, l'organisation de la vie sociale, évidemment, il faut que ce soit organisé. Il faut un minimum d'organisation. Et cette organisation, c'est le droit qui va le donner. Mais c'est un droit purement procédural. C'est un droit purement procédural, donc qui n'est pas fondé en définitive sur une véritable philosophie du droit, sur une conception de la personne, de la justice, etc. Non, conception purement procédurale. Et il y a un accord, en fait, entre cette conception procédurale du droit et une société uniquement fondée sur les dynamismes du marché. Et il dit que le drame, c'est qu'en fait, que la gauche, progressivement, s'est complètement ralliée à ce libéralisme économique, avec cette différence toutefois qu'elle s'est réfugiée dans le sociétal. Elle a renoncé à la lutte sur le terrain économique, sur le terrain de la défense des intérêts des travailleurs. Désormais, elle est sur le terrain sociétal, c'est-à-dire la lutte contre la discrimination, le mariage homo, l'euthanasie, etc. C'est désormais les grands chevaux de bataille de la gauche. Et ce faisant, dit Michéa, cette gauche-là a complètement décroché du peuple qui ne s'y retrouve plus. D'où l'importance de la manif pour tous. Parce que dans le désarroi général, et en particulier dans le fait que la gauche est en pleine crise, incapable de se ressaisir elle-même, il y a un phénomène inédit qui a une ampleur certaine et qui persiste. Et dans l'incertitude générale, il y a là quand même plus qu'à des raisons d'espérer, mais à condition effectivement qu'on n'en reste pas à une première victoire, à deux premières victoires, mais dans la mesure où il faut qu'on soit capable de profiter de cette victoire pour s'installer en force et pour comment dirais-je, installer la victoire dans le paysage, si j'ose dire, gagner des pouvoirs, ce qui suppose, à mon sens, un énorme investissement intellectuel. Que dans le désarroi actuel, dans un désarroi de cette dimension, nous sommes attendus comme le Messie, si j'ose dire, mais il faut que le Messie ait un message. Il faut que le Messie ait un message à donner, il faut que le Messie ait affronté toutes les questions, soit capable de répondre à toutes les questions. Autre réflexion que je ferai, si on analyse un peu le paysage sociologique actuel, on trouve deux phénomènes qui ne se rejoignent pas, qui peuvent avoir des points d'intersection, mais qui ne s'identifient pas l'un à l'autre. Le premier phénomène, c'est la manif pour tous. Le deuxième phénomène, c'est le Front National. Front National qui gagne en force, dont les objectifs ne sont pas ceux de la manif pour tous.
clairement, Marine Le Pen, elle n'axe pas son terrain, sa bataille sur le terrain directement culturel, sur le terrain anthropologique. Elle situe essentiellement son combat sur le terrain, je dirais, à la fois politique, économique et social. Alors on a donc deux phénomènes comme ça qui coexistent, qui peuvent parfois se recouper, mais dont les logiques sont différentes. Je laisse en fait la question en suspens, mais ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Peut-être d'ailleurs que dans une optique immédiate de conquête électorale, l'option du Front National est justifiée. D'ailleurs, elle est justifiée par les succès électoraux remportés, et encore dimanche dernier, soit qu'on est vraiment dans une dynamique dont on ne voit pas comment elle pourrait s'arrêter, sauf s'il y a des conneries qui se font, si les nouveaux maires sont pas de taille à répondre aux défis, si le Front National n'est pas dans la capacité de se muscler un petit peu, d'accueillir à l'intérieur des compétences encore qui lui manquent terriblement, des cadres qui lui manquent terriblement, etc. N'empêche que l'on est dans une dynamique de conquête avec des fragilités que l'on repère assez facilement. Et de l'autre côté, on a un phénomène, la Manif pour tous, qui s'organise au-delà des grands rassemblements spectaculaires, qui est devenu un mouvement avec ses cadres, avec ses adhérents, avec ses cotisations, avec son université d'été. C'est un phénomène sui generis. Ce n'est pas un parti politique. Ça n'a rien à voir avec un parti politique, ça n'est pas un club de pensée, mais enfin c'est le fondement même de la Manif pour tous, c'est quand même c'est l'anthropologie, disons. C'est l'anthropologique, donc il y a nécessité pour la Manif pour tous, de se muscler aussi dans son domaine à elle, qui est le domaine de la philosophie, de l'anthropologie, etc., de la psychologie, etc. Il y a du travail, mais un travail qui est spécifique. Voilà, j'ai envie de m'arrêter là. Moi, c'est comme ça que j'analyse la situation, si vous voulez. Immense désarroi. Où est passé le peuple? Le peuple, il court après le Front National pour le moment. Mais en même temps, il y a le phénomène de la Manif pour tous qui est là. Et il y a un immense désarroi, il y a des espoirs, comment s'en saisir, comment répondre à la situation, avec quelles armes, c'était la question qui est posée. Voilà. Merci beaucoup, Béra. Monsieur Blanquer, j'aurais deux remarques. La première, c'est qu'au sein du Front National, il y a quand même un pôle en dehors du noyau dur autour de Marine, qui est une position, c'est pas très ambiguë sur le plan, on va dire, de la communication politique sur la question de mariage pour tous. On va voir que le Front est le seul parti, à mon avis, à avoir dit clairement qu'il abrogerait la loi. Ça, au moins, c'est un signal clair qui est envoyé. Après, il y a plein de choses qui pèsent sur Marine, en particulier, en particulier des considérations d'ordre stratégique. Mais il y a quand même autour de Marion, Marine Le Pen, d'autres élus comme Dominique Choprade ou des gens comme Frédéric Pichon ou d'autres, qui étaient candidats aussi aux européennes, un pôle qui est en train de se constituer qui fait de ce combat un combat non négociable. Ça c'est plutôt encourageant parce qu'il s'agit de peser sur toutes les formations politiques. D'ailleurs, je souhaiterais que les poissons roses de leur côté aussi au PS puissent peser un peu plus. Mais bon, voilà. Donc, il y a quand même une possibilité qu'un courant vraiment se crée dans ce sens-là. La deuxième chose, c'est que j'ajouterai aux deux livres que vous avez recommandés, un qui va sortir là ces prochains jours, publié par notre ami Gaël Brustier, qui est un garçon du Parti Socialiste, qui est lui aussi un analyste un peu de la génération du lui, qui lui a beaucoup travaillé sur la question de la guerre culturelle, et qui explique, et ça je pense qu'il faut s'en réjouir, qu'une partie du désarroi dans laquelle est la gauche est due au fait que nous avons très largement remporté des victoires sur le plan des idées. Le bouquin est cité dans le parti, ça c'est bon. Et il parle, là, ce dernier bouquin parle exclusivement de l'expérience Manif pour tous. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est le centre de ce travail. Moi, j'ai fait un remarque sur la Manif pour tous. On a vu l'évolution qu'elle a eue.
on a observé qu'il y avait une énorme récupération de l'UMP, mais dans les cadres de la manif pour tous et autres, on a bien vu qu'il y avait une espèce de terreur d'être caricaturel. Le meilleur exemple que j'ai, c'est le fait de refuser les gilets avec Marie-Isabelle Gaulle, elle qui touche un public qui est tellement différent de la manif pour tous. Est-ce que l'un des principaux problèmes, c'est cette espèce d'embourgeoisement qui va aller avec l'UMP, qui va refuser d'entrer à Vannes, qui va dire que bon, on est modéré, c'est pas dans un combat plus global de renverser la table et qu'il y a un combat où on est gentil, on sort le dimanche, mais bon, après, derrière, on... Alors, je suis pas d'accord avec cette analyse. Je suis pas d'accord pour cette analyse pour une première raison, que je connais très bien les dirigeants de la Manif pour tous. Et notamment Ludovine de la Recherche, que je connais depuis longtemps. Avant qu'elle soit la Manif pour tous, je l'ai connue, elle était à la communication d'épiscopat, donc on se connaît depuis longtemps. C'est une fille extrêmement solide, extrêmement structurée, qui sait où elle va. Effectivement, il y a une manœuvre très difficile avec les politiques. Mais ce qui lui importe avant tout, c'est de garder l'identité de la Manif pour tous et de la, comment dirais-je, la retirer de toute orbite politique. Alors, bien sûr, elle manœuvre avec les députés. Bon, d'abord, les députés lui sont nécessaires quand même. Mariton, ça a quand même été le député le plus présent, le plus combatif à l'Assemblée nationale. Donc, il y a un certain nombre de parlementaires UMP qui sont de très très solides appuis, qui sont nécessaires sur le terrain politique, législatif. On ne peut pas faire fi de ces gens-là, donc on ne va pas les jeter. Ils sont nécessaires. Bon, mais par ailleurs, Ludovine et son état-major, ils sont bien conscients que l'UMP, dans l'immédiat, est incapable de sauter le pas. Sarkozy refuse de dire qu'il abolira le mariage pour tous. Juppé a déjà dit que c'est non. C'est pour ça qu'elle tient absolument à sauvegarder la manif pour tous hors de tout appareil politique et je vous assure que son premier souci justement c'est de garder cette autonomie pour pouvoir jouer à fond, bénéficier d'une identité sauvegardée, non récupérée et puis aussi d'une marge de manœuvre. Ludovine, elle a pas demandé la permission à l'UMP pour faire sa manif. Et ça les emmerde. L'UMP, ça les emmerde. Parce que c'est un truc qui leur échappe complètement. Et c'est un truc avec lequel ils sont obligés d'être en situation de négociation, qu'ils ne peuvent pas ignorer, qu'ils ne peuvent pas mépriser. Parce que le fait de remettre encore des centaines de milliers de gens dans la rue dimanche prochain, ça veut dire, messieurs, on n'est pas sous votre coupe, etc. On agit de façon complètement autonome et on fera ce qu'on voudra. Ouais, donc l'analyse d'une récupération par l'UMP, je suis en désaccord total. Non, il n'y a pas du côté de Ludovine, etc. Il n'y a aucune mollesse sur le fond. Comment dirais-je, les objectifs de la Manif pour tous se restaient identiques. Il n'y a eu aucun compromis de quelque nature que ce soit. Certains députés UMP ont beau dire qu'ils veulent abroger, tant qu'ils ne mettent pas en cause les fondements du traité de Lisbonne, de la Cour européenne de justice, même juridiquement, ils auront très peur en dernière instance pour abroger la loi si jamais ils remportent l'Assemblée nationale. Alors ceci dit, moi ma position sur la tête, moi je ne suis pas Front National. Je ne suis pas Front National, j'ai un certain nombre de réserves fondamentales par rapport au Front National. Ceci dit, j'observe sa présence massive aujourd'hui comme acteur dans le pays. J'observe des évolutions qui pour moi m'ont intéressé. Enfin, comment dirais-je, le Front National est passé d'une posture libérale. Jean-Marie Le Pen était un libéral en économie et bon. Et en fait, le Front National est passé à une position chevènementiste, disons, dans le domaine de l'école d'État. Donc, moi, j'observe avec intérêt le phénomène Front National avec mes licences. Une des questions que je pose, c'est la faiblesse du Front en ce qui concerne ses cadres. On me dit que les choses parfois évoluent parce qu'il y a des jeunes gens qui commencent à se dire que peut-être l'avenir est de ce côté-là et une carrière politique, ça pourrait bien se faire dans ce cadre-là. Il y a un autre phénomène dont je n'ai pas parlé là-dedans, c'est quand même qui est là, qui est là derrière tout ça, c'est l'Église catholique. Ah oui, j'ai pas parlé de cet acteur-là, mais il est majeur. Il est majeur parce que le peuple qui a déferlé dans la rue, c'était un peuple catholique. C'était le peuple des paroisses.
Or, c'est aussi une des interrogations du monde. On croyait que le catholicisme était moribond. On croyait que le catholicisme était moribond. D'ailleurs, les chiffres sont là, l'effondrement de la pratique, l'effondrement des baptêmes. Il n'y avait plus rien à attendre de ce côté-là. Or, en fait, non. Ce monde-là, un monde jeune, eh bien, il venait du monde catholique. Et moi, c'est mon explication là-dessus. Moi, je la relierai à mon analyse de fond de la France périphérique. Comment dirais-je, la misère de cette France-là, l'intolérable pression fiscale qui s'impose auquel des impôts. Il y en a eu un dans le Midi hier. Est-ce qu'on ne va pas là aussi vers une situation, moi je dirais à l'italienne, que j'ai bien connue dans les années 80, 70-80 en Italie, avec ce qu'on appelait une stratégie de l'attention, dont profitait d'ailleurs à l'époque aussi bien l'extrême droite que l'extrême gauche, avec des phénomènes extraordinairement violents. Alors, il est certain que le phénomène des bonnets rouges, ça pose un problème. Et hier, Le Monde et le Figaro parlaient de vraiment la crainte actuelle du pouvoir devant une révolte contre les impôts, contre le fisc. Ça peut effectivement générer des phénomènes de révolte à la base, et les bonnets rouges, c'est quelque chose à voir de très près. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui peut se généraliser dans l'immédiat? J'en sais rien. Est-ce qu'on peut fonder une stratégie politique sur aujourd'hui une stratégie de l'attention? J'en suis pas absolument persuadé. Ça peut être dangereux, ça peut être très dangereux, parce que en même temps, ça peut coûter cher. Les meneurs, ça peuvent être repérés, isolés. Ceci dit, la question pour moi est ouverte, parce que la déshérence économique sociale de ce pays est telle que des phénomènes de révolte peuvent se développer. Le problème, c'est que moi, Mariton, vous avez dit, c'est vrai qu'il a été très courageux au moment du vote de la loi, mais il y a quand même un problème, c'est qu'il a dit qu'il marierait immédiatement après le vote. Ouais. Et ça, on est dans le... Alors ceci dit, moi je pense que la manif pour tous, elle n'en est qu'au début de son existence. Il va falloir qu'elle invente son propre mode d'action, son propre mode de pression sur les politiques. Il va falloir qu'elle invente sa relation même à la politique. Il y a encore énormément de choses à faire. On est sur un terrain neuf, vierge, qui est complètement à explorer, et donc je pense qu'il y a vraiment un énorme travail à faire. Mais moi, une des choses que je trouve sympa, la Manif pour tous, c'est que de réunion en réunion où je vais, je découvre sans arrêt des talents nouveaux. Il y en a un vivier, à mon sens, qui est prometteur et qui permettra justement à ce mouvement de mieux se structurer et d'être efficace sur son propre terrain. On va conclure là. Vous pourrez poser des questions à Jean-Albert après, je pense qu'il va rester quelques minutes. Je dois juste répondre à monsieur, moi aussi. Vous avez soulevé un point très important, qui est celui des instances supranationales, qui en fait empêcherait l'abolition du mariage gay. Mais et évidemment, pour nous, le fondamental de toute politique, c'est de sortir de l'Union européenne pour retrouver notre souveraineté et pouvoir mener la politique nécessaire à la France. Merci.